Et nous revenons au Togo pour aborder notre quatrième sujet, pénurie de carburant. La situation se normalise. Les Togolais ont vécu des situations particulières depuis dimanche par manque de carburant. Les stations-service étaient à court de carburant et pour les consommateurs, les utilisateurs d'engins donc, en ont souffert. Dans la journée du lundi, le communiqué du ministère du Commerce a essayé de situer, d'éclairer un peu la lanterne des Togolais en affirmant qu'il y avait un retard dans la livraison, en tout cas du carburant au Togo, et que la situation allait normalement se normaliser, si je puis me permettre. Mais cela n'a pas permis, en tout cas, de décanter la situation où nous sommes aujourd'hui mercredi. En tout cas, pour le moment, ça semble revenir à la normale, mais les Togolais ont souffert de dimanche jusqu'à mardi. Des gens ont peut-être passé la nuit dans les stations-service pour pouvoir se procurer du carburant, ce qui a eu un impact fort sur les mouvements. Mais d'un autre côté, il y a certains qui ont su profiter de la situation. C'est les vendeurs de carburant, d'essence frélatée, qu'on appelle communément bourré, qui ont su profiter de la situation et qui ont exagéré les prix du litre d'essence, même si le ministère du Commerce avait averti que le prix ne devrait pas augmenter. Et puisque ce n'est pas vendu à la pompe, eux, ils ont profité de la situation. Quelles sont vos réactions? La situation se normalise du moins ce mercredi. Que peut-on dire de cette crise du carburant qu'on a connue ces 2-3 jours d'ado? Oui. Alors, déjà, la situation se normalise et je crois que les Togolais vont souffler un peu. C'est une bonne nouvelle de savoir que ça revient à la normale, même si encore ce matin, les stations étaient encore... C'était pas ça, en tout cas. Ça commence par se normaliser. Oui, ça commence à se normaliser et je dis qu'on est heureux de voir que on est en train de trouver la solution. Alors, tu disais tout à l'heure que les vendeurs de carburant frélaté... ils en ont profité. Voilà. Dans toute situation, on a vu, lors de la crise sanitaire Covid, les masques qui étaient à combien étaient vendus. Ouais. Donc, il y a toujours cette situation où pas dans une situation malheureuse, d'autres profitent pour... surenchérir. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement. Et ça pose la question de notre degré de citoyenneté. Parce que quelqu'un qui n'a pas... Les gens en ont vendu même jusqu'à 2000 francs le litre. Ah ouais. Quelqu'un qui n'a pas des 2000 fait quoi? Ça, il ne bouge pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais l'autre élément, c'est que quand on a essayé de pousser un peu pour chercher à comprendre, mais pourquoi cette attitude, non, par rapport au prix, d'autres disent, ben en fait, parce qu'on est allé au Ghana pour l'acheter. Est-ce que c'est vrai? Si oui, ça veut dire que ils justifient, en fait, parce qu'ils ne justifient pas le fait qu'ils ont fait des déplacements supplémentaires, ils ont payé au-delà de... Ils ont fait d'autres dépenses supplémentaires, et donc, raison pour laquelle ils vendent à 2000. Mais dans tous les cas, c'est clair que cette... Est-ce que c'est une raison, puisqu'ils ne s'approvisionnent pas à la pompe, et donc ils font des déplacements normalement pour s'approvisionner? Voilà. Tout en sachant que le carburant frélaté est interdit. Ah oui? Officiellement, c'est interdit. Et donc, ça veut dire, en temps normal, ils essaient par des moyens illégaux de pouvoir amener. Ça pose toute une problématique de la gestion du carburant, que ce soit, de la gestion du carburant tout simplement d'abord, et maintenant de la question aussi, je dirais, de la gouvernance. Parce que le carburant je crois que ce n'est jamais arrivé cette situation. En tout cas, une telle situation. C'est vrai que des fois, on a quelques soucis, on dit augmentation, mais ça... Oui, c'est à cause de l'augmentation que ça traîne souvent dans les stations. Alors, mais rupture de stock comme cela... ça pose vraiment un souci. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans une phase aussi où il y a eu remaniement ministériel. Et donc, en quelques jours, est-ce que la prévision de départ était faite? Parce que même s'il y a eu du retard dans la livraison, j'imagine que ce qui était en stock devait quand même normalement suffire pour une période donnée. Et donc, ça pose véritablement un souci de fond. Maintenant, ma question, est-ce qu'on a vraiment la vraie information?
Ah, ça, c'est l'interrogation de tout le monde. Peut-être vous nous direz, hein, si là, vous allez demander à... Mais en tout cas, on se réjouit du fait que c'est en train de se normaliser parce que ça a vraiment freiné, ralenti les opérations. Ça a beaucoup affecté. Et on espère que dans les jours à venir, qu'on aura un retour à la normale à 100%. Georges Hérault, vous avez vécu aussi cette pénurie de carburant. Chez vous là-bas à Palimé, on a vu la vidéo, c'était un peu partout. Quel regard portez-vous aussi ces 2-3 jours de pénurie? J'étais en train d'aller au nord quand ça s'est passé, je suis revenu. Parce que si je dois continuer mon voyage, ça va être dramatique et donc je suis revenu. En fait, le carburant est une ressource stratégique et donc cette situation vraiment, nous l'avons vécu d'une manière où chacun y va avec son commentaire. Mais ce que on note dans ça, ça veut dire que depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, parce que en venant même, j'étais passé dans certaines stations de service. Il y a certains qui n'en ont pas sans plomb, oui, ou ce que nous appelons communément essence, et ils n'en ont que le gasoil. Et il y a d'autres, il y a des queues que vous ne pouvez pas imaginer. Ça veut dire qu'en réalité, le retour au normal, ça traîne, ça patine. À un moment donné, on se pose la question de savoir, parce qu'on ne peut même pas parler de remaniement, parce qu'on a fait le remaniement, c'est au niveau des ministres. Les techniciens qui sont là, ils sont là pour gérer, parce qu'il y a la continuité de l'administration. Les techniciens, ils sont là. Ceux qui sont en charge, le comité de tout ce qui concerne les prix et le pétrole, j'espère que c'est le comité de suivi, évaluation de de pétrole. Je pense qu'il y a ce comité-là. Il y a tout. Ceux qui doivent lancer les commandes, ce n'est pas le 8 passé, parce que je crois que c'est le 8 passé qu'on avait fait le remaniement. Ce n'est pas le 8 passé. Si c'était le 8 passé, on n'allait même pas avoir le carburant. Ça veut dire qu'il y a un problème de gestion et qu'il faut regarder. Et il faut vraiment que le ministre actuel puisse vraiment regarder cette situation-là pour que la situation ne se reproduise pas. Parce qu'il y a même pas à s'acharner sur les gens de Boudet. Parce que les gens de Boudet, c'est informel, c'est interdit même, c'est même pas informel, c'est interdit. Du coup, on peut même pas réglementer. Ce qui est interdit, on ne peut même pas le réglementer pour dire qu'il ne doit pas surenchérir ou augmenter le prix. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça doit interpeller les hautes autorités de ce pays. Ça doit nous interpeller et on doit faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Parce qu'il faut constituer des stocks de sécurité et d'alerte. Et cette stock qui existe normalement. Ce qui doit exister normalement. Okay. Ce qui doit exister, ce qui doit permettre en cas de rupture, c'est-à-dire qu'en cas de retard plutôt, d'avoir toujours la ressource là, qui est le pétrole, le carburant, qui permettent aux gens de se déplacer. Parce que sans cela, nous ne pouvons rien faire. Le carburant, c'est indispensable pour le déplacement, pour beaucoup de choses que nous faisons. Donc, on ne peut même pas le faire. Il faut constituer ce stock-là. On ne peut même pas parler de peut-être certains imprévus qui sont rentrés. Si tel est le cas, il faut reconstituer dès à présent le stock de sécurité, le stock d'alerte pour permettre la pérennité dans la fourniture de carburant au Togo. Et il faut vraiment que le ministre puisse avoir de regard, vraiment un regard tellement, je ne sais pas, sur ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que, vous voyez, si aujourd'hui, la population arrive à adouber ou à féliciter certaines personnes, certains ministres, pour la première fois, on a remplacé le président de l'université, le président Koukouroko à l'université. Ça ne fait pas l'unanimité, mais quand même la majorité ont félicité
ce monsieur-là qui a fait d'énormes choses. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Que ce soit dans son ministère aussi, vous voyez, c'est pas tout le monde peut pas le féliciter, mais quand même, étant humain, la majorité des Togolais le félicitent. Et quand on a fait les remaniements sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont posé la question, est-ce que le ministre est toujours au poste? Ça veut dire que tout le monde veut le voir toujours continuer dans ce élan-là pour faire des réformes au niveau de l'éducation. Il faut que les autres ministres aussi puissent le faire ainsi, parce que c'est important pour nous. Si les autres ministres le font, je ne pense pas que le citoyen lambda vont se tourner sur ou bien voir ce qui se passe au niveau du sommet. Mais on va se contenter plutôt de ce que nous vivons ou bien ce que nous avons comme avantage dans notre pays. Donc aujourd'hui, il va falloir réellement qu'on puisse repenser ou bien quand même avoir de regard un peu rigoureux plutôt sur la gestion du carburant dans notre pays. Louis, que dites-vous de ces 2-3 jours de pénurie de carburant au Togo? Oui, mais avoir un carburant, c'est devenu un parcours de combattant pour les Togolais ces derniers jours, vous l'avez dit. Et je pense que jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a certaines personnes, y compris moi-même, qui n'ont pas encore obtenu 1 litre de carburant. Parce que ça fait samedi que je faisais la queue, j'ai envoyé des gens me faire la queue, mais je n'ai jamais eu gain de cause. Vous avez des représentants dans les stations-service? Belle question, la question est pertinente. Ça veut dire que même avec des représentants, on ne s'en sort pas. Ça montre combien de fois la situation, elle est criarde en fait. Voilà, il faut avoir quelqu'un, il faut positionner quelqu'un pour ne pas avoir des retombées. C'est vrai que la situation, elle est alarmante et que ça a fait tourner les activités au ralenti. Et donc, quand vous arrivez aujourd'hui, moi, vous l'avez dit, mais je ne trouve pas que on n'a aucun droit d'incriminer les vendeurs de boudin. En macroéconomie, on parle de la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que ça... Comme la demande est grande, donc, on augmente. On augmente aussi, c'est aussi leur saison. Et donc, quand vous voyez, et quand vous revisitez un peu l'histoire du Togo, comment est-ce que les revendeurs de boudin sont pourchassés, je pense que c'est leur période, c'est le moment pour eux aussi de faire leur dos rond. Et donc, quand vous voyez, et ça prouve aujourd'hui, ça devait normalement nous poser de bonnes questions. Parce qu'ailleurs, on a demandé justement à ces revendeurs de boudin-là de se formaliser. Patrick Talon l'a fait au Bénin. Ils contribuent à l'économie formelle en quelque sorte du Bénin. Aujourd'hui, je crois qu'au Togo, on l'avait annoncé avec l'opération... bon, c'est pas opération entonnoir. C'est pour les rafler. Non, pas pour les rafler. Le ministre, le général Yaka, avec ce projet-là, il voulait justement les avoir dans son registre, dans ses bases de données, pour qu'ils s'organisent de façon formelle. Mais je pense que le projet n'est pas allé au bout. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui, c'est le moment justement de penser à eux, parce que c'est eux qui nous ont sauvés, c'est eux qui ont sauvé certaines personnes ces derniers temps. Sauf que quand vous avez un véhicule ou bien quand vous avez un engin qui consomme énormément, vous ne pouvez pas vous aventurer vers eux, parce que de 700 francs, ils sont allés jusqu'à 3000 dans certaines localités. Et donc, quand vous avez un véhicule, par exemple, qui a besoin de 10 litres de carburant, de 20 litres de carburant avant d'être démarré, je trouve que ça va vous coûter la peau des fesses. Et donc, je le disais. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on doit essayer d'organiser aussi ce secteur-là pour qu'en cas de situation pareille, ils peuvent nous venir en aide. Et donc, la situation se normalise, vous l'avez dit. C'est justement parce que la sortie du ministre avait laissé beaucoup de personnes en fait optimistes, parce que on pensait que déjà le lundi la situation allait revenir à la normale, mais ça n'a pas été le cas. Et parce que quand vous allez aux informations, vous allez découvrir que la situation a perduré, parce qu'il y a des chauffeurs de la société togolaise d'entreposage qui étaient en grève. Ils demandaient justement la démission du DG. Et ça prouve à suffisance que, et comme on a l'habitude de le dire, dans ce pays, tous les pans de société, il y a un problème dans tous les pans de société. Et donc, ça veut dire qu'eux aussi, à un moment donné, ils ont contribué à ce que la crise perdure. Et aujourd'hui, ou bien hier, ils ont repris le boulot. Et donc, ça veut dire que l'essence
est de retour progressivement dans les stations d'essence, parce que vous l'avez également dit, ce n'est pas dans toutes les stations d'essence. La queue continue, les files d'attente sont toujours d'actualité quand vous sortez maintenant et vous allez dans les stations d'essence. Donc, je le disais. Et puis, cette affaire de carburant, et en fait, le maire l'a effleuré. Je pense que c'est le comité de suivi des fluctuations des prix de produits pétroliers qui s'en occupe. Et dans les normes, la commande se fait 3 mois avant. 3 mois avant. Ça veut dire que la commande de septembre a été déjà faite en mai ou en juin, si mes calculs sont bons. Et donc, normalement, on ne devrait pas parler de rupture de stock. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rupture de stock. Il a parlé également de ce qu'on appelle les stocks de sécurité et d'alerte. Rien de tout ça n'a été tenu en compte. Ça veut dire que la raison principale de cette crise-là, moi je l'appelle crise, est ailleurs. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il y a un nouveau ministre qui est venu et tout. Et quand vous lisez toute la situation, ça donne raison à des gens qui pensent qu'on est dans une équipe, mais les gens travaillent les uns contre les autres. Quand vous n'êtes pas là, les gens pensent que quand ils ne sont pas là, l'autre pour l'autre, c'est le délit. C'est-à-dire que tout le monde veut défendre son bilan, tout le monde veut faire croire à l'exécutif que c'est lui l'homme de la situation, l'homme providentiel. C'est pour ça, en réalité, moi je pense que la dame, Kai Mivedor, c'est comme ça qu'elle s'appelle, non, a été justement mise en difficulté, entre guillemets, par des gens. Je le dis tout simplement aussi. Et donc, quand vous voyez même la situation et quand vous voyez comment est-ce que la commande ou bien la vente du pétrole même est gérée dans le pays, tout cela a été révélé dans un dossier qu'on a dénommé ici Petrolgate par nos confrères d'Alternative. Un rapport a confirmé tout cela, qu'il y a tellement de malversations, il y a tellement de faux dans cette histoire. Mais malheureusement, aucun de ces bourreaux n'a été inquiété. Au contraire, ce sont les journalistes qui ont été obligés de détaler et actuellement, eux, ils vivent à l'étranger. Donc, c'est ça en réalité le Togo. Donc, c'est pour ça, je dis qu'à un moment donné, il faudrait qu'on essaie en fait, de nous retrouver et pour poser de bonnes questions. Qu'est-ce que nous voulons pour ce pays ? On ne peut pas comprendre que pour un pays qui a seulement plus de 2 millions de personnes qui utilisent en fait des engins et qu'on nous parle de manque, on nous parle de rupture de carburant, on ne parle de pénurie de carburant et que ça a duré plus de 72 heures et jusque là personne n'est inquiété. On s'est juste limité à ce communiqué du ministre là qui à un moment qui a rassuré, mais au finish ça n'a pas été entre guillemets authentique. Et puis, parce que le ministre l'a dit que le prix ne devait pas augmenter, mais les revendeurs de bourrés l'ont augmenté à leur niveau. Ça prouve aujourd'hui également que la parole de l'autorité ne vaut plus rien dans ce pays-là et que si nous voulons réellement que les choses changent, il faut qu'on essaie de réfléchir et de poser des bonnes actes pour avoir peut-être la confiance de tous les Togolais. Vous avez déjà répondu à la question que je voulais vous poser, mais je vais la poser donc à Dado. Dans la foulée, la ministre avait sorti un communiqué où avait expliqué la situation par un retard de livraison et avait rassuré que la situation devait retourner à la normale très prochainement. C'était lundi, mais on le disait tout à l'heure, la situation n'est pas retournée à la normale lundi, ni mardi. Aujourd'hui, mercredi, bon, ça se décante, mais ce n'est pas totalement rétabli. Peut-on finalement faire confiance aux paroles de l'autorité aujourd'hui dans ce genre de situation? Non, mais je disais tantôt que certainement qu'il y a des raisons qu'on ne nous dit pas. C'est-à-dire ce qui justifie cette situation, certainement qu'on n'a pas forcément toute l'information. Et je comprends aussi que l'autorité aujourd'hui ne pourra pas aussi tout étaler ou tout déballer sur la place publique. Donc, un communiqué, déjà, c'est bien parce que ça vient, comment on dit ça, porter l'information, amener l'autorité à dire qu'on est conscient de la situation. Sauf que le communiqué est venu lundi. Oui, le communiqué. On en souffrait déjà samedi soir, dimanche. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, oui, la nouvelle vient d'arriver à ce poste-là. Et donc, le temps vraiment de prendre contact avec toute l'administration, ce n'est pas évident. Mais ça ne justifie pas le fait que ça a traîné. Mais les autres du cabinet sont là depuis. Comme je dis encore une fois, on n'a pas toute l'information. Okay. Là, aujourd'hui, on fait juste le constat qu'on n'a pas de carburant. Le carburant n'est pas arrivé comme promis. Mais c'est clair qu'il y aura des raisons derrière. Maintenant, ça aurait été intéressant peut-être que dans les jours à venir, qu'on nous explique pourquoi
le carburant n'a pas pu être servi lundi comme prévu. Maintenant, comme nous explique après rétablissement de la situation. Oui, il est quand même important de savoir pourquoi ça n'a pas marché, parce que ça nous coûte... En fait, je crois que... Confiance en oui, je crois que l'autorité n'a pas eu tort de dire le carburant sera prêt lundi. J'estime que c'est parce qu'elle a pris ses dispositions qu'elle a rassuré que ça serait prêt lundi. Maintenant, si le carburant n'est pas arrivé lundi, c'est qu'il y a eu d'autres situations qu'on ne maîtrise pas et que certainement qu'elle maîtrise, qu'elle devra nous dire. Maintenant, communiquer sur ça n'est pas, à mon avis, un souci. Vous vous rappelez la dernière fois avec la sortie du communiqué du directeur des cultes, il y a eu un premier communiqué, mais il y a eu un second qui est venu expliquer. Et c'est toujours bien de communiquer à la population et ça rassure plus. Mais si ce communiqué vient et qu'après il n'y a rien, ben demain, un autre communiqué viendra, mais les gens vont douter. Maintenant, je dis encore que c'est possible que le ministre était sûr que le carburant serait là. Mais il peut y avoir d'autres paramètres qui ont fait que ce carburant n'a jamais été là le lundi. Maintenant, comment on dit, dans la gestion, comme je disais, ce n'est pas toujours évident qu'on maîtrise tout. Voilà, c'est pas évident. Il y a certainement des choses qu'on ne nous a pas dit et que peut-être on voulait garder, mais qu'on puisse vite rétablir la situation pour que ça ne traîne pas jusqu'à encore samedi. Là, ça serait très difficile. Très difficile. Je voulais juste apporter quelque chose. J'ai été souvent d'accord avec les Dado, mais cette fois-ci, je pense que je vais la contredire un peu. C'est-à-dire qu'une autorité qui ne maîtrise pas les contours d'une crise, c'est suicidaire pour le pays. Ça prouve que... Non, je pense qu'il ne faut pas aussi être trop je dirais, difficile. Non, on n'est pas... Ce que je dis, c'est une question de logique. Tu es à un poste de responsabilité. Tu viens d'arriver. On te dit, c'est quoi le problème? Le carburant en retard. OK. Est-ce que ça peut être prêt lundi? Vous dites oui. Vous produisez le communiqué. Mais si ce n'est pas arrivé le lundi, c'est qu'il y a un souci si on quelque dit part. que ça devrait être prêt le lundi, ça devrait être prêt parce que c'est l'autorité quand même qui parle. Les éléments qui prouvent que ça serait prêt le lundi. C'est l'autorité quand même. Donc la parole de l'autorité fait foi en réalité. Oui, c'est pour cela. Et donc si ce n'est pas le cas, ça prouve combien de fois on ne peut pas avoir confiance à une telle autorité. Non, c'est trop dit. En fait, il faut aller de façon quand même objective. On est sur des médias, c'est ça. On a des presses qui veulent produire des presses qui doivent sortir comment on dit ça, à une heure donnée, mais ça ne sort pas parce que la machine est en panne. C'est une question juste de... Là, c'est une rédaction d'une presse qu'on ne peut pas comparer à la gestion d'un pays. Il ne faut pas être trop intransigeant. Non, on n'est pas. C'est vrai qu'on est en train d'aseptiser nos propos. Non. Mais vous connaissez à peu près moi. On comprend, il ne faut pas être trop dur. On attend de voir. Non, parce que gérer n'est pas évident. Qui viendra nous expliquer pourquoi lundi, ça n'a pas eu lieu. Un ministre qui vient en poste, ils sont un premier communiqué qui en réalité, qui ne fait pas foi. Je ne pense pas comment est-ce que les gens vont continuer par le croire à l'avenir. C'est aussi ça, j'ai dit que de là, non, je ne suis pas dur. Non, je ne suis pas dur. Vaut mieux, c'est vrai que c'est pour des gens comme ça, nous appelons ce qu'on appelle reddition des comptes. Vous ne pouvez pas faire des comptes en donnant en fait de fausses informations. C'est-à-dire que les gens espéraient justement le carburant lundi parce que les gens sont restés à la maison. Ils pensaient que justement dans la journée, le carburant allait être de retour dans les stations d'essence pour justement vaquer à leurs propres occupations. Mais ça n'a pas été le cas. Le carburant n'est pas revenu le lundi. Hier, mardi également. Et jusqu'à ce jour, on parle de retour progressif. Oui, voilà justement. Non, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que même l'autorité qui est là ne maîtrise pas la situation. Et quand l'autorité ne maîtrise pas la situation, ne demandez pas aux citoyens mendiants, bien ne demandez pas à la presse de venir vous dire de quoi il est question. Merci beaucoup. Georges Hérault, peut-on finalement faire confiance à la parole de l'autorité qui a promis quelque chose finalement qui ne vient qu'en compte-gouttes? Non, je comprends, Louis. Hein. Il y a ce qu'on appelle dans l'effet de halo. C'est-à-dire que les premières impressions, donc en fait, comme il vient nouvellement, il n'est pas dur, mais il attire son attention sur le fait que si la première sortie n'est pas... Vraiment, ça va donner l'impression... Oui. C'est tout simplement ça. C'est pas le fait d'être dur. En fait, on est ici pour contribuer à la gestion de notre pays. C'est ça. C'est que, en fait, des décisions comme ça sont des décisions stratégiques pour communiquer. C'est des décisions stratégiques qui doivent être prises
en prenant en compte un certain nombre de paramètres. Ça ne suffit pas de dire au ministre, monsieur le ministre, ou bien madame le ministre, le carburant va être lundi et il va prendre le communiqué. Non. Non. Oui, il doit. Où est le carburant? Quelles sont les opérations de manutention? Parce que si on nous dit que c'est au port, quelles sont les opérations de manutention? Est-ce que vous avez déjà vu l'opérateur manutentionnaire? Il est d'accord, il y a les engins, il y a les équipements qui sont disponibles. Il va vérifier tout ça avant de mettre son communiqué. Donc, ça veut dire tout simplement que en fait, il y a un souci. Donc, c'est là où la dame dit que vraiment, il y a un souci, peut-être qu'on ne nous dise pas. Mais étant donné que c'est notre pays, nous disons tout simplement que des soucis qui vont porter atteinte même à la vie, au communiqué de l'autorité et même à nous-mêmes, en tant que population, qu'on ne nous dise pas ça. Plutôt que de travailler à véritablement nous trouver des solutions. Parce que quand vous dites lundi, on peut dire dans peu de temps. Mais si on ne précisait pas, c'est un langage diplomatique et politique, que ça va se rétablir incessamment. Mais pour de préciser que lundi, donc c'est en quelque sorte ce que nous allons dire. Mais ce que moi je voudrais dire aussi à la population, c'est que le rôle de veille doit être joué par tout le monde. Et c'est normal, c'est notre pays. Il faut vraiment que ça cesse. Et il faut vraiment qu'on ne parle pas du fait qu'on l'a mis devant la rue d'épreuve. Non. Moi, je dis tout simplement que aujourd'hui, elle, devant le fait accompli, elle doit faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et elle doit faire en sorte que si c'est de le mettre devant cette situation, que vraiment, elle est nommée par le président qui lui a fait confiance et doit véritablement mériter cette confiance pensée en elle. Merci beaucoup. Je reste avec vous pour vos derniers mots sur un sujet de votre choix. Nous sommes à la fin. Bon, peut-être si je laisse la main en attendant de revenir. Ok, d'accord. Au dernier mot, Louis Kamako? Ah ouais, mais c'est juste un sujet qui ne fait malheureusement pas d'actualité, mais dont on a besoin ces derniers temps, c'est le tournoi AJD, Alliance Jeunesse et Développement, dont le président a fait le tournoi AJD que le président Robert à côté, considérant que vous avez l'habitude de recevoir ici sur le plateau, organise dans le Vaud-Licamé un tournoi à 8 équipes qui a démarré depuis le 9 septembre dernier, qui s'est poursuivi et qui se poursuit justement aujourd'hui avec les matchs de demi-finale. C'est pour promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale entre les fils et filles de Vaud-Licamé. Donc je pense que c'est des événements du genre que nous devons encourager en cette période de crise, de terrorisme et tout. Donc chapeau à ce président-là, et nous vous appelons déjà à le soutenir et nous vous invitons déjà à la phase finale qui a lieu le 7 octobre prochain. Nous y serons si Dieu nous prête vie, déjà le président que nous allons recevoir demain, si Dieu nous prête vie, effectivement. Merci à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Dado, nous sommes à la fin. Vos derniers mots sur un sujet de votre choix, bien sûr. Non, je pense que, bon, un sujet de mon choix, on a beaucoup parlé au cours de cette émission de la gouvernance d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'on a aussi beaucoup parlé de la CEDEAO. S'il y a un message, un appel à lancer, c'est que la CEDEAO puisse travailler davantage à redonner, je dirais, à gagner la confiance, à regagner la confiance de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et à trouver une solution à la situation du Sahel, c'est-à-dire à lutter, à trouver une stratégie de lutte efficace contre les groupes extrémistes. Merci beaucoup, Dado Nora Noviekou. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Merci. Je reviens à vous pour terminer, Georges. Oui, quelqu'un disait que l'Internet au XXIe siècle est comparé à l'essence qui est le moteur de l'économie au XXe siècle. Et c'est en cela que je voudrais parler de l'Internet dans notre pays. Surtout, vous savez, ma localité, la Vie, est située à peine 12 km de Palimé, mais on n'a pas la fibre optique chez nous, alors que la fibre optique est arrivée à Kodi. Mais si nous voulons travailler, nous ne pouvons pas travailler dans notre commune, puisque
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Internet. Et donc, aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de Togocom. Parce que l'Internet devient vital pour nos populations. On ne peut pas priver les populations d'Internet aujourd'hui. Moi, j'ai essayé avec leur mobile. Je suis à pratiquement 60 000 par mois. Et voyez-vous, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment que en fait, je profite de cette tribune pour attirer l'attention du ministre de l'économie numérique et Togocom pour que la fibre optique arrive chez nous, traverse pour aller jusqu'à Kbélé pour permettre aux populations d'avoir cette ressource-là très vitale pour le développement économique et social de notre pays. Merci beaucoup à vous, Georges Hérault. Je rappelle que vous êtes homme politique, vice-président du Cercle des leaders émergents clés. Vous êtes également conseiller municipal dans la commune Cloto 2, c'est bien cela? Je suis le maire adjoint excusez-moi, de la commune Cloto 2. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.